Le milliardaire et sa maîtresse se sont moqués de la serveuse en chinois, en plein milieu du dîner. Mais une seconde plus tard, elle a levé la tête et a répondu par 3 mots qui ont plongé tout le monde dans le silence. Personne ne s'attendait à ce que ces 3 mots ouvrent la boîte de Pandore, révélant le secret qu'ils avaient si longtemps tenté de dissimuler. Quel est ce secret? Et pourriez-vous deviner quels furent ces 3 mots? Le téléphone vibra doucement pour la 3e fois dans la poche du pantalon de Stéphane Dubois. Une irritation mineure, une fausse note au milieu d'une soirée qu'il avait orchestrée dans les moindres détails, une symphonie de pouvoir et de succès. Il occupait le bout de la table dans le salon privé du restaurant, le Panoramique de Saint-Rémy. La salle, baignée d'une lumière dorée et douce qui caressait les boiseries sombres, offrait une vue imprenable sur les Alpilles endormies sous un ciel d'encre. Des verres en cristal scintillaient, l'arôme de chêne d'un grand cru flottait dans l'air, se mêlant aux conversations enthousiastes de ses partenaires de Hong Kong. C'était le genre de soirée que Stéphane maîtrisait toujours, ou du moins, c'est ce qu'il croyait. « Tout va bien, chérie ?» Sandrine Lefebvre, sa compagne, se pencha vers lui, posant une main fine et manucurée sur la sienne. Le geste se voulait léger, affectueux, mais pour Stéphane, il avait le poids d'une chaîne invisible le ramenant à son rôle, l'homme d'affaires brillant, imperturbable, au contrôle absolu. Il esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Juste le travail, mentit-il. » Une partie de lui hurlait qu'il se mentait à lui-même. L'email reçu dans l'après-midi continuait de le hanter, ces mots gravés au fer rouge dans son esprit, confirmation finale. Accord de fusion Willon Holdings. Il n'avait aucun souvenir d'avoir approuvé cette étape ultime. Un malaise fugace l'avait traversé, une ombre sur le tableau parfait de sa réussite, mais il l'avait balayé avec la ferme intention de célébrer. C'était son moment, le couronnement de mois de travail acharné. La porte du salon privé s'ouvrit sans un bruit. Manon Garnier entra, portant 3 bouteilles de vin sur un plateau d'argent. Elle se déplaçait avec une efficacité silencieuse, une fluidité qui la rendait presque invisible, se fondant dans le décor luxueux. Dans une pièce où chacun s'efforçait d'impressionner, son calme était la seule chose qui détonnait. Manon servit le vin, verre après verre, avec une précision méticuleuse. Au moment où elle arrivait à côté de Sandrine, un bref dialogue en chinois éclata à l'autre bout de la table. Des mots prononcés très bas, très vite. Manon ne capta qu'une phrase distinctement, c'est fait. La main qui tenait la bouteille marqua un arrêt infinitésimal, une pause si brève que personne n'aurait dû la remarquer. Mais le regard acéré de Sandrine ne la manqua pas. Sandrine inclina légèrement la tête, ses yeux, semblables à des éclats de silex, scrutant Manon de haut en bas. « Stéphane, mon chéri, dit-elle d'une voix mielleuse qui dissimulait à peine une lame de rasoir, il semble que cette serveuse manque de concentration. » Stéphane se tourna. Il aurait pu ignorer la remarque, il aurait dû l'ignorer. Mais l'épine plantée dans son cœur par cet email le poussa à réagir comme il le faisait toujours lorsqu'il sentait son contrôle lui échapper, en affichant sa puissance. Il toisa Manon d'un regard condescendant, froid et lourd. Puis, il tourna la tête vers ses partenaires et lança, en mandarin parfait, une phrase mi-plaisanterie, mi-étalage de ses compétences linguistiques, « Nzezio Shen »« Nfnxn le ma »« Qu'est-ce que tu fais ? Tu es distraite ?» Les associés esquissèrent quelques rires polis, de courtoisie, mais suffisants pour que Manon les entende. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle finit de servir le dernier verre, posa la bouteille sur la table avec un geste assuré. Puis, Manon releva la tête. Son regard n'était pas celui d'une serveuse. Il était calme, pénétrant, et aussi direct qu'une flèche. L'atmosphère à table changea instantanément. Les rires superficiels s'évanouirent. Même Sandrine se raidit imperceptiblement. Manon ouvrit la bouche. Une pause calculée, juste assez longue pour capter l'attention de tous. Puis, d'une voix claire et en français parfait, elle prononça 3 mots, « Vous êtes trahis ». Le son d'une cuillère en argent tombant sur le sol résonna avec une stridence assourdissante dans la pièce soudainement silencieuse. Le sourire de Stéphane se figea. Sandrine blêmit avant de tenter de reprendre contenance. Les partenaires se regardèrent, déconcertés. Stéphane se leva d'un bond, sa chaise glissant en arrière dans un crissement étouffé. « Qu'est-ce que vous venez de dire » aboya-t-il. Manon se contenta d'une inclinaison de tête protocolaire. « Profitez bien de votre dîner. » Puis, elle tourna les talons, sans hâte, sans peur.
Ce fut ce calme imperturbable qui enragea Stéphane plus encore que ses paroles. Il voulut la rappeler, la congédier, mais une dernière lueur de raison le retint. Provoquer une scène maintenant ne ferait que le montrer sous un jour de faiblesse. Il se rassit, forçant un sourire diplomatique. Mais plus sincères excuses pour cette interruption. Mais son esprit n'était plus là. La phrase de Manon résonnait dans sa tête comme un écho dans une cathédrale vide. Vous êtes trahi. Il jeta un regard furtif à Sandrine. Elle souriait aux invités, mais sous la table, sa main crispait la serviette au point que ses jointures blanchissaient. Le malaise de l'après-midi, la phrase « c'est fait », le regard effrayé de Sandrine et les 3 mots de Manon. Une graine de doute venait d'être semée dans le cœur de Stéphane, minuscule, mais s'enracinant plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Et il n'imaginait pas qu'après cette phrase, sa vie allait basculer complètement. Le verre de vin dans la main de Stéphane était toujours intact. Il resta assis, s'efforçant de maintenir un masque de sociabilité pendant plus d'un quart d'heure, mais chaque mot échangé autour de la table lui glissait dessus comme de l'eau. La petite graine de doute plantée par Manon avait germé, ses racines s'étendant comme un courant glacial qui lui engourdissait la poitrine. Finalement, il n'en put plus. Stéphane posa son verre sur la table avec plus de force que nécessaire. Le choc du cristal contre le bois massif suffit à faire sursauter quelques convives. « Excusez-moi », dit-il d'une voix posée qui n'admettait aucune réplique. Une urgence. Personne n'osa le retenir. Il se leva, ajustant sa cravate en soie qui lui semblait soudainement trop serrée. En se tournant vers Sandrine, il ne prononça qu'une phrase courte, « Reste pour t'occuper des invités ». C'était un ordre, pas une suggestion. Le sourire de Sandrine se figea une seconde avant qu'elle n'acquiesce avec raideur. Stéphane ne choisit pas la sortie principale. Il bifurqua vers le couloir étroit menant aux cuisines, où l'odeur de beurre chaud, le cliquetis des couteaux et les ordres du chef étouffaient le glamour du restaurant. Un cuisinier passa en courant à côté de lui, puis cria « Manon, ton service est terminé. Pense à sortir par la porte de service, la principale est bondée. » Stéphane s'arrêta un instant. Ce n'était pas une coïncidence. Elle ne le suivait pas, son service venait simplement de se terminer. Il continua sa route, poussa la porte de secours et déboucha dans la ruelle derrière le restaurant. La faible lumière jaune d'un lampadaire se reflétait sur le pavé humide. L'air nocturne de Saint-Rémy-de-Provence était frais, mais pas assez pour éteindre le feu de la colère qui se propageait en lui. Il s'adossa contre le mur de briques rugueuses, soupira et sortit son téléphone. L'email. Fichier de confirmation numérique. Confirmation finale. Il ouvrit à nouveau le PDF. Il fit défiler jusqu'à la fin. Sa signature était là, impeccable, et il ne se souvenait pas de l'avoir apposée. Un petit déclic retentit derrière lui. La porte de secours s'ouvrit. Manon sortit, son tablier fraîchement retiré à la main. Elle le plia soigneusement, un geste habituel et ancré. Puis elle leva la tête. Elle sursauta légèrement en voyant Stéphane, mais sans surprise évidente. Elle s'arrêta simplement, gardant ses distances. Stéphane la dévisagea, ses émotions oscillant entre la fureur, la honte et une peur qu'il refusait d'admettre. « À quoi vous jouez » demanda-t-il d'une voix basse et tendue. Manon le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai fait que dire la vérité. » « La vérité que vous croyez connaître, » ricana Stéphane. « Savez-vous ce que vous venez de faire ? » Toute la salle me regarde. « Je les ai vus aussi, » répondit doucement Manon. « Et j'ai vu le visage de votre compagne pâlir en entendant le nom Willon Holdings. » La phrase fut comme une flèche plantée en plein cœur de ses doutes. Stéphane resta silencieux. Manon poursuivit, sa voix imperturbable, « Vous n'êtes pas obligé de me croire. Mais une affaire aussi importante ne requiert jamais une confirmation finale le soir même de la célébration. Tout aurait dû être bouclé des jours avant. » Stéphane voulut répliquer, lui dire qu'elle n'était qu'une serveuse, qu'elle ne comprenait rien aux affaires internationales. Mais chacune de ses paroles correspondait à l'inquiétude qui le rongeait. Il allait ouvrir la bouche quand les phares d'un taxi illuminèrent la ruelle. Une voiture s'arrêta au bout de la rue. La portière s'ouvrit. Sandrine descendit, haletante, en ajustant son manteau. « Stéphane, mon Dieu, tu m'as fait une peur bleue. » Elle courut vers lui, s'agrippant à son bras. « Partons. » Ne lui parle plus.
Stéphane baissa les yeux sur la main qui serrait son bras. Quelque chose clochait, un détail minuscule, mais il avait ignoré trop de choses ce soir pour en négliger une de plus. Au poignet de Sandrine, sous la manche en soie de son manteau qui avait glissé, il y avait une tache d'encre floue, le contour incurvé d'un petit tatouage. Seul Stéphane le vit à cet instant. Il plissa les yeux. « C'est quoi, ça, sur ta main ?» Sandrine sursauta, ramenant vivement sa manche. « Rien, c'est juste une tache d'encre. » « Une tache d'encre ?» répéta Stéphane, sa voix étrangement calme. « On dirait le logo de Willon Holdings. » Le visage de Sandrine devint livide. Avant qu'elle ne puisse répondre, Manon recula d'un pas, observant la scène avec un silence compréhensif. « Toi, » dit Stéphane, les yeux fixés sur Sandrine, « tu parles chinois ?» Sandrine déglutit. « Non, juste quelques phrases de base, je veux dire. » Stéphane retira sa main de la sienne, un mouvement lent, presque doux, mais qui créa entre eux un abîme. Il n'y eut ni cri, ni accusation. Juste une froideur lucide, un instant où Sandrine comprit que tout était brisé. Stéphane tourna les talons, marchant vers sa voiture au bout de la ruelle. Manon ne dit rien. Sandrine ne le suivit pas. Dans le son de ses pas qui s'éloignaient, il ne restait que le silence, lourd et plus terrifiant que n'importe quelle condamnation. Stéphane ne connaissait pas encore toute la vérité, mais il était sûr d'une chose. Il avait été trahi. Et cette nuit, il commençait sa quête de réponse. Stéphane ne partit pas tout de suite. Il resta assis en silence dans sa luxueuse voiture de sport, les mains sur le volant, sans démarrer le moteur. Dans la ruelle, il ne restait que l'obscurité et le bruit du vent s'engouffrant entre les murs de pierre froide. Le taxi qui avait emmené Sandrine était parti depuis longtemps, mais sa panique à peine dissimulée restait vive dans son esprit, si nette qu'il se demanda s'il avait ignoré de petits signes pendant tout ce temps. Serions-nous toujours les derniers à voir ce que nous cache la personne à nos côtés? Il prit son téléphone et appela Sandrine. Une fois, 2 fois, 3 fois. La sonnerie retentit longuement puis fut coupée, laissant un écran noir et une sensation de vide qui s'étendait comme des ondes sur l'eau. Sandrine ne lui avait jamais raccroché au nez, jamais ignoré de la sorte. Stéphane rouvrit l'email de confirmation finale. Il remonta le fil des anciens échanges. La première chose qu'il arrêta fut les brouillons du contrat. Des numéros de séquences différents, mais le contenu était identique. Il n'y avait aucune clause à corriger, aucune raison de demander une confirmation le soir même de la fête. Son cœur se serra. Il repensa aux mots de Manon, des mots qu'il avait jugés insolents quelques heures plus tôt, et sentit un malaise car ils étaient terriblement fondés. Il ouvrit la section d'information de la signature numérique. Des lignes de données froides apparurent. Heure de la signature, 3h15 du matin. Il dormait. Adresse IP, Hong Kong SAR. Il était à Saint-Rémy-de-Provence. Compte de signature, s.lefebvre.consulting. Le nom de Sandrine s'afficha sur l'écran comme un poignard. Stéphane appuya sa tête contre le siège, ferma les yeux, le souffle court. Il n'avait jamais eu peur en affaires, mais à cet instant, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il savait qu'il y avait des erreurs qui coûtaient de l'argent, mais il y avait des erreurs qui coûtaient une entreprise, l'honneur, la moitié d'une vie. Il rouvrit les yeux, son regard s'aiguisa. Il ne pouvait pas rester sans rien faire, mais il savait aussi qu'aller à la police maintenant était inutile. Il fallait plus qu'un simple enregistrement système. Il avait besoin de quelqu'un qui comprenait Hong Kong, qui comprenait le contexte, mais qui n'était lié ni à son entreprise, ni à Sandrine. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait osé lui dire la vérité au milieu d'un banquet. Manon. Stéphane conduisit jusqu'à l'ancien immeuble où elle vivait. Un bâtiment de 3 étages, aux murs écaillés, avec de petits escaliers sombres. Il se tint devant la porte de son appartement simple, leva la main pour frapper, mais s'arrêta. Il réalisa qu'il n'avait jamais eu à supplier de l'aide de cette manière. Finalement, il frappa. Manon apparut, vêtue de son uniforme, mais sans le tablier. La lumière jaune de l'intérieur révélait une expression fatiguée mais lucide sur son visage. « Monsieur Dubois. » Il lui montra le téléphone, sa voix grave mais déterminée. « Vous aviez raison. Surtout. » Manon regarda l'écran un instant, sans surprise, mais plutôt comme la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Stéphane prit une profonde inspiration et continua.
Je ne sais pas quoi faire. Et je n'ai personne d'autre en qui avoir confiance. Le silence entre s'étira, léger mais tranchant comme un fil tendu. Finalement, Manon recula d'un pas et ouvrit davantage la porte. Entrez. Et racontez-moi tout ce que vous savez sur Sandrine Lefebvre. Stéphane entra dans la petite pièce, si sobre que chaque objet semblait avoir un unique but. À cet instant, il sentit clairement que la frontière entre le patron et la serveuse avait disparu. Il n'était plus le PDG sur la scène des affaires multimillionnaires, mais juste un homme en quête de vérité. Une vérité qui pourrait sauver l'Empire du Bois ou le couler complètement. Stéphane ne savait pas encore ce qu'il allait entendre, mais au moment où la porte se referma derrière lui, il réalisa quelque chose de plus important encore. Ce soir, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Stéphane franchit le seuil du petit appartement de Manon et s'arrêta. La pièce était à peine plus grande que la salle de bain de service de son Penthouse, mais d'un ordre impeccable. Un lit simple, la couverture parfaitement pliée, un bureau en bois avec quelques livres empilés par taille, pas un objet superflu. Il s'assit sur l'unique chaise en bois, la sentant vaciller légèrement sous son poids. Manon ne l'invita pas à s'asseoir. Elle alla ouvrir la fenêtre, laissant entrer le vent nocturne de Saint-Rémy de Provence, et resta debout, les bras croisés, sa silhouette se projetant sur le sol. Son silence était comme un point final placé au début de la phrase « Parlez ». Stéphane prit une profonde inspiration, se sentant comme devant un tribunal invisible. Il posa le téléphone sur la table et ouvrit un album de photos. Voici Sandrine. Nous nous sommes rencontrés à Monaco il y a 1 an. Il fit défiler les photos. Sandrine souriant sur le yacht. Sandrine assistant à des galas à ses côtés. Sandrine avec une coupe de champagne lors d'une fête à Zurich. Elle est intelligente, elle comprend le marché asiatique. Je lui ai fait confiance. Il ferma l'album et ouvrit le dossier contenant les rapports que Sandrine avait envoyés. Tout était très professionnel. Je les vérifiais superficiellement, j'approuvais, puis je lui donnais un accès restreint pour traiter les données. Il marqua une pause, serrant légèrement le téléphone. Je lui ai donné ma délégation. C'était l'erreur. Manon ne parla pas tout de suite. Elle s'approcha, regardant l'écran comme si elle analysait chaque caractère. Quand elle parla, sa voix était si calme que Stéphane se sentit comme un étudiant face à un professeur. Elle seule n'aurait pas pu déjouer la sécurité de votre signature numérique. Il lui fallait quelqu'un avec un accès administrateur de niveau supérieur, quelqu'un qui pouvait approuver sans déclencher d'alerte. Elle leva les yeux, sans détourner son regard. Dans votre entreprise, à part vous, combien de personnes ont cet accès? Stéphane n'eut pas besoin de réfléchir. Un seul nom lui vint immédiatement à l'esprit, lui nouant l'estomac. Nicolas Bernard, murmura-t-il presque. Le vice-président. Mon ami depuis 12 ans. Le nom flottait dans l'air, lourd comme une sentence. Il se souvint de leur conversation au déjeuner de la veille. Nicolas s'était enquis de l'avancement de l'affaire. Il avait posé trop de questions, avec trop de détails. Je peux bloquer le processus d'effacement automatique à temps, mais s'ils exercent assez de pression, le système libérera les permissions de sécurité. Quel compte y accède? Demanda Stéphane. Lucas Petit, son chef de la sécurité informatique au téléphone, respira bruyamment. Permission d'administrateur de haut niveau. Le compte du vice-président. Nicolas Bernard. Stéphane ferma les yeux une seconde. Pas de surprise, pas de choc, juste une sensation pesante, comme si on lui avait posé une pierre sur la poitrine. Une femme qu'il aimait le trahissait, et maintenant son meilleur ami le poussait aussi dans l'abîme. Lucas, dit Stéphane d'une voix basse mais claire, laisse tout en l'état. N'interfère plus avec leur processus. Mais isole le serveur de la comptabilité des autres partitions. Ne bloque pas son accès, ne les alerte pas. Assure-toi juste qu'aucun fichier ne soit effacé. Je viens tout de suite. Compris, monsieur, répondit Lucas, mais vous devez venir vite. On dirait que Nicolas est ici depuis toute la nuit. Je vois du café, des boîtes de repas. Il n'a pas l'air bien. Manon inclina la tête, sa voix se faisant plus grave. Il est peut-être forcé. Ou il essaie de supporter la pression de quelqu'un d'autre. Stéphane ne répondit pas, se levant juste pour récupérer le téléphone comme s'il ramassait un morceau de lui-même en train de s'effondrer.
Il se tourna vers Manon. « Je sais que je n'ai aucun droit de vous demander. » Manon ne le laissa pas finir. Elle alla à son armoire, prit sa simple veste, l'enfila et dit très doucement, « S'ils effacent des données, c'est qu'ils ne veulent pas laisser de traces. Mais en comptabilité, il reste souvent des copies papier, surtout de la part des partenaires asiatiques. Je peux lire ces notes. » Elle s'arrêta avant de franchir la porte, fixant Stéphane. « Et je veux aussi savoir, dit-elle, pourquoi Huang est revenu dans cette ville juste maintenant. Ce n'était pas une promesse, ni une demande de permission, mais l'engagement de quelqu'un ayant une raison personnelle d'entrer dans cette lutte. » Stéphane acquiesça. Les deux sortirent de l'appartement vers le petit couloir sombre, un PDG faisant face à l'effondrement et une serveuse au passé jamais raconté. Et tandis qu'ils descendaient les escaliers, une seule pensée résonnait clairement dans l'esprit de Stéphane, si Nicolas venait juste de commencer, qui était le véritable cerveau qui le forçait à faire ça? Ils ne se dirent pas un mot sur le chemin. La voiture de sport de Stéphane filait à travers les rues vides de Saint-Rémy-de-Provence, le son du moteur contenu dans sa poitrine comme un rugissement étouffé. Les lampadaires défilaient en longues traînées sur le pare-brise, se reflétant sur son visage tendu. Stéphane serrait le volant, les jointures blanches, tandis que Manon était assise à côté de lui, le regard fixé devant, avec une expression étrangement calme au milieu du chaos. La tour du bois global apparut progressivement, brillant de mille feux au cœur de la ville, tel un cuirassé géant. Stéphane la voyait habituellement comme la fierté de sa famille. Ce soir, elle ressemblait à un lieu cachant quelque chose d'innommable. Lucas les attendait près de l'entrée des employés. Sa petite voiture garée à la hâte, les phares encore allumés. Le visage de Lucas était pâle, ses yeux cherchant désespérément une direction. « Monsieur. »« Allons-y », le coupa Stéphane. Ils passèrent la carte de sécurité. La porte s'ouvrit. Ils entrèrent dans un long couloir froid. Le son de leurs pas résonnait sèchement. « Le système enregistre toujours une activité dans la salle des finances, » dit Lucas à voix basse. « Il n'efface pas tout. Il regroupe les fichiers, marque chaque groupe, se préparant pour une seule suppression nette, » dit Manon. « C'est plus sophistiqué. » En approchant de la salle des finances, Stéphane fit un geste de la main pour qu'il s'arrête. La lumière bleue de l'écran du serveur filtrait à travers la vitre. Il se pencha pour regarder à l'intérieur. C'était Nicolas. Voûté devant le grand écran, la chemise froissée, une tache de café sur le poignet, les paupières lourdes, les yeux injectés de sang. Un homme qui avait été son meilleur ami, maintenant comme une ombre poussée à bout. Manon posa une main légère sur le bras de Stéphane, l'empêchant de foncer comme son instinct le lui ordonnait. Si vous faites irruption, il activera l'ordre de suppression plus vite. Stéphane serra les dents. Lucas, dit Manon très bas, tu peux appeler Nicolas. Dis-lui n'importe quoi qui le force à se détourner quelques secondes. Lucas déglutit. Je crois que je peux. Il composa le numéro, tremblant. Dans la salle, le téléphone de Nicolas vibra, le faisant sursauter. Il regarda l'identifiant et fronça les sourcils, mais répondit. Quoi, Lucas? Je suis occupé. La voix de Lucas tenta de paraître naturelle. J'ai une erreur d'accès sur le sous-système. Peux-tu y jeter un œil une minute? Nicolas soupira, irrité. D'accord, attends. Il se leva, fit pivoter sa chaise et sortit du champ de vision du groupe pour aller vérifier un écran auxiliaire. Cet instant valait de l'or. Allons-y, murmura Manon. Ils se glissèrent silencieusement le long du mur. En passant devant le bureau de Nicolas, juste à côté, Stéphane saisit la poignée. Ils entrèrent juste au moment où le capteur de lumière du couloir s'alluma. La lumière inattendue fit tourner la tête de Nicolas. « Il y a quelqu'un dans le couloir » marmonna-t-il. Il fit un pas pour regarder. Heureusement, la lumière se diffusait, fusionnant leurs ombres avec la lueur. Quand Nicolas retourna dans la salle, ils osèrent respirer. À l'intérieur du bureau de Nicolas, tout était trop bien rangé. Manon se dirigea directement vers un tableau de paysage accroché au mur. Elle le décrocha. Le coffre-fort apparut. « Mot de passe » demanda-t-elle. Stéphane ferma les yeux et se souvint de l'anniversaire de la fille de Nicolas. Elle entra la séquence. Clic. Le coffre s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait qu'un dossier en cuir rouge.
Ni argent, ni objet de valeur. Juste des papiers. Stéphane ouvrit le dossier. Sa signature falsifiée était à côté de celle du témoin, Nicolas Bernard. Manon trouva une note agrafée à l'intérieur, un mémo interne en chinois. Elle le parcourut rapidement, puis leva les yeux. Son visage blêmit. C'est le projet Icar. Le plan pour vous éliminer de l'entreprise. Et la personne proposée comme nouvelle PDG. Elle regarda Stéphane droit dans les yeux. C'est Sandrine. Stéphane sentit son cœur se contracter. Juste à ce moment, le bruit de la chaise dans la salle des finances tomba lourdement sur le sol. Nicolas avait fini. Il revenait. Et seule une porte les séparait. Stéphane serra le dossier rouge dans sa main, regardant Manon. Ils comprirent. Ils avaient moins de 3 secondes pour décider de se cacher ou de faire face. La lumière du couloir se refléta soudain sur la poignée de la porte du bureau. Elle commença à tourner. Sans réfléchir, Stéphane glissa le dossier rouge dans sa veste et referma doucement le coffre-fort. Le petit bruit résonna comme un coup de tonnerre. Manon raccrocha vivement le tableau, l'ajustant parfaitement. Tout se passa en quelques secondes avant que la poignée ne finisse de tourner. Stéphane poussa Manon derrière la porte, le seul angle mort de ce bureau spacieux mais vide. La porte s'ouvrit. Nicolas entra, son téléphone à l'oreille, sa voix lasse. Non, regroupé par l'eau sera plus sûr. Une suppression nette laisse trop de traces. Fais ce que je te dis, demain ce sera prêt. Stéphane se colla au mur, entendant sa propre respiration. Manon, à ses côtés, était étrangement calme. Nicolas se dirigea vers son bureau, cherchant quelque chose. La lumière du couloir rendait son visage hagard. Le téléphone de Nicolas vibra à nouveau. Un appel de Lucas, la partie cruciale du plan de Manon. Il décrocha. Lucas, vite. Lucas tenta de garder sa voix normale. Vice-président, le système d'alerte signale un accès non autorisé au 4e étage. Un silence lourd. Puis Nicolas jura à voix basse. Il se tourna et se dirigea rapidement vers l'ascenseur. Quand le bruit de ses pas s'estompa, Manon ouvrit la porte avec précaution. Ils avancèrent rapidement. En arrivant à l'ancienne zone d'archives du 4e étage, Manon poussa une lourde porte métallique, les menant dans une grande pièce sombre, pleine de boîtes de documents et de classeurs en acier couverts de poussière. L'odeur de papier humide se mêlait à celle du métal froid. Elle ferma la porte doucement, verrouillant le loquet de l'intérieur. Stéphane regardait autour de lui, sa respiration encore haletante. Manon posa son téléphone sur une table, activa le mode enregistrement et le regarda calmement. Personne ne croira une fausse signature. Mais ils croiront une confession. Stéphane comprit. Ils avaient juste besoin que Nicolas le dise lui-même. Le bruit de pas résonna depuis le couloir, plus fort et plus en colère. Nicolas était arrivé. Il tenta de tourner la poignée, mais la porte était fermée. Il frappa. Stéphane, je sais que tu es là. Ouvre. Ne rends pas les choses pires. Manon porta un doigt à ses lèvres, signalant un silence absolu. Dehors, Nicolas continua, sa voix non plus arrogante, mais mêlée d'un désespoir épuisé. Tu comprends pourquoi je fais ça? Willon a promis le poste de direction. Tu ne m'aurais jamais laissé monter. Je devais me sauver. Sandrine a dit que si je ne coopérais pas, je serais le premier à être éliminé. Il fit une pause, puis dit, presque en s'étouffant, et tu serais le second. Manon acquiesça légèrement. C'était exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Nicolas frappa la porte une dernière fois et partit. Manon éteignit l'enregistreur. Stéphane resta là, tremblant légèrement. Non de peur, mais de la réalisation qu'il avait touché la racine la plus sombre de la trahison. Nous avons la preuve, dit Manon d'une voix ferme. Stéphane acquiesça, mais ses yeux restaient fixés sur la dernière phrase de Nicolas. Après un long silence, il demanda à voix basse, « Vous avez dit, qui éliminerait-il en premier ?» Manon se tourna pour le regarder, ses yeux profonds comme de l'eau sombre. « Vous, dit-elle doucement. Et si Nicolas ne travaillait pas assez vite, peut-être lui aussi. » Stéphane sentit un frisson lui parcourir le dos. La pièce était sombre, les classeurs silencieux.
Tout donnait l'impression d'une ligne d'arrivée où il devait accepter que le moment de reculer était passé. Manon l'observa un long moment, puis parla lentement. « Vous avez 3 options, et toutes sont dangereuses. » Stéphane déglutit. « Quelles options ?» Manon ne répondit pas tout de suite, le jaugeant. Puis elle dit à voix basse, « Si vous choisissez mal avant l'aube, Dubois Global cessera d'exister. » Au moment où la porte de l'escalier de service se referma, Stéphane et Manon s'adossèrent contre le mur en ciment froid, le cœur battant à tout rompre. L'odeur d'humidité se mêlait à leur respiration rapide. Les jambes de Stéphane tremblaient tellement qu'il devait s'appuyer pour garder l'équilibre. Manon lui tendit un petit mouchoir, un geste silencieux qui le ramena du chaos. Dehors, dans la ruelle, l'air de l'aube de Saint-Rémy-de-Provence était à la fois glacial et revigorant. Manon vérifiait l'enregistrement sur son téléphone. Ils marchèrent, évitant les rues principales, traversant des sentiers étroits et des cours vides. Stéphane se sentait traqué. Son monde s'était effondré en quelques heures. Quand ils arrivèrent devant la porte de la maison de campagne de Pierre Martin, le chef vétéran en qui Stéphane avait confiance depuis plus de 10 ans, il s'arrêta. Il n'était jamais apparu devant un subordonné dans cet état, hagard, fatigué, les vêtements froissés. Manon frappa 3 coups légers. Pierre ouvrit, les yeux écarquillés de surprise, mais il s'écarta sans poser de questions. La porte se referma, et la chaleur de la petite cuisine les enveloppa. Pierre leur apporta 2 serviettes sèches et alla directement à la cuisine, la subtilité de quelqu'un qui a assez vécu pour comprendre que le silence est parfois la meilleure aide. Manon s'assit, ses mains tremblant encore légèrement. Stéphane tira une chaise, mais sa main tremblait tellement qu'il n'arrivait pas à saisir la tasse de tisane que Pierre venait de poser. Lui qui avait négocié des contrats de plusieurs millions. Ce soir, il avait failli tout perdre. Ils restèrent assis longtemps en silence. Seul le bruit de l'eau bouillante et le battement de leur cœur se faisaient entendre. La vapeur chaude de la tisane calmait leur respiration épuisée. Manon fut la première à parler. « Nous devons sécher chaque feuille. Sinon, l'encre pourrait couler. » Sa voix était douce. Ils se mirent au travail. Manon séparait délicatement chaque page mouillée tandis que Stéphane utilisait le sèche-cheveux de Pierre. La tension se dissipa. Chaque page sèche était un pas vers la vérité. Une lueur d'espoir, fragile mais claire, naquit en Stéphane. Quand les documents furent presque secs, Pierre posa 3 tasses de tisane chaude. Stéphane tint la sienne à 2 mains, sentant la chaleur. Il regarda Manon. Elle réorganisait les pages. « Manon, merci, dit-il d'une voix sincère. Sans vous, je ne sais pas si je serais encore debout. » Manon leva les yeux, un éclair de douceur dans son regard habituellement froid. « Nous avons tous les deux des raisons de nous battre, monsieur Dubois. Pas seulement vous. » Le téléphone de Stéphane s'alluma. Un message de Lucas. Il l'ouvrit. Un email de Sandrine à Nicolas. Ils se redressèrent. Ils lurent le courriel lentement. Chaque mot était une nouvelle entaille dans la confiance de Stéphane. Quand ils eurent fini, Manon leva les yeux. Le point de rendez-vous B peut être n'importe où. Mais ce n'est pas nous qui le trouverons. Stéphane fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Manon but une gorgée de tisane. Il croit que nous avons coulé avec le dossier. Il croit que toutes les traces sont effacées. Il croit qu'ils ont gagné. C'est quand l'ennemi est le plus confiant qu'il commet le plus d'erreurs. Stéphane comprit qu'elle le menait vers quelque chose de plus grand. Qu'est-ce que vous prévoyez ? Elle posa sa tasse, ses yeux brillants. Nous n'allons pas chercher le point de rendez-vous B. Nous allons les laisser venir à nous. Avez-vous le numéro de Nicolas ? Demanda Manon. Stéphane fronça les sourcils. Bien sûr. Bien, dit-elle. Maintenant, vous allez lui envoyer un message. Elle commença à dicter. Stéphane, sceptique, tapa chaque mot. Il envoya le message depuis un numéro jetable. Le message était concis, j'ai le dossier rouge. Vous l'avez oublié, toi et Sandrine. Vous voulez le récupérer ? Rendez-vous à l'église Saint-Martin à 6h30. Viens seul. Si je vois la police, le dossier part directement au procureur. En envoyant le message, Stéphane regarda Manon. Pourquoi une église ? C'est un lieu public,
mais presque vide au petit matin. Il y aura des témoins s'il se passe quelque chose, mais c'est assez discret pour parler. Et c'est près du point B, où je suppose qu'ils se retrouveront. Ils ne pourront pas l'ignorer. Le plan était risqué. Il devenait l'appât. Mais Manon avait raison. Ils empruntèrent la vieille Citroën 2CV de Pierre. Stéphane, habitué aux voitures de sport, se sentit étrange au volant. Ils arrivèrent à l'église Saint-Martin, une ancienne structure baroque, alors que le jour se levait à peine. Ils se garèrent en face, observant l'entrée. Manon donna à Stéphane une petite oreillette Bluetooth. « Mettez-la. Je serai dans la voiture, j'enregistrerai tout. Lucas m'a envoyé une copie de l'email. Quoi qu'il arrive, la preuve est en sécurité. » Stéphane acquiesça. Il glissa le dossier rouge dans sa veste, sentant son poids comme le destin de son entreprise. Il sortit, marchant vers l'église, se sentant comme un acteur sur une scène de vie ou de mort. Il attendit sous l'arche de pierre. L'air était froid, silencieux. À 6h30 précise, une voiture noire de luxe s'arrêta. Mais ce ne fut pas Nicolas qui en sortit, mais Sandrine. Elle portait un manteau en cachemire beige, élégante même au petit matin. Elle traversa la rue, seule, une expression de calme glacial sur le visage. « Je savais que tu ferais une bêtise, dit-elle en s'approchant. Nicolas ne viendra pas. Il a déjà eu sa part et il est en route pour l'aéroport. Alors tu es venu chercher ça ? Demanda Stéphane, la main sur le dossier. Sandrine sourit, un sourire sans chaleur. Pas exactement. Je suis venu t'offrir une porte de sortie, Stéphane. Pour ce qu'il y a eu entre nous. Elle s'approcha. Donne-moi le dossier. Tout sera fini. Young prendra le contrôle, mais ils ont besoin de quelqu'un de prestigieux pour rester. Ils t'ont offert ce poste. Tu auras toujours de l'argent, un statut. On peut oublier tout ça. Et la serveuse ? Demanda Stéphane, sa voix glaciale. Sandrine haussa les épaules. C'est un petit problème. Un problème qui peut se résoudre. Une compensation. Ou autre chose. C'est toi qui choisis. Dans la voiture, Manon serrait le téléphone. Elle avait tout enregistré. Je crois que je vais choisir une troisième option, résonna une voix depuis le portail de l'église. Stéphane et Sandrine se retournèrent. Lucas était là, un disque dur à la main. Il n'avait pas fui. Au même moment, deux voitures banalisées s'approchèrent, bloquant toutes les sorties. Des hommes en civil sortirent, parmi eux l'inspecteur Dupont de la brigade financière. Le calme de Sandrine vola en éclats. Elle était tombée dans un piège. Toi, siffla-t-elle à Lucas. Traître. Elle se tourna vers Stéphane, les yeux pleins de haine. Tu crois que tu as gagné ? Tu ne sais rien de Young. Peut-être, répondit Stéphane en sortant le dossier, mais je sais pour toi, pour Nicolas et pour moi. Et maintenant, la police le sait aussi. L'inspecteur Dupont et ses officiers s'approchèrent. Sandrine Lefebvre, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, faux en écriture et complot d'escroquerie. Tandis qu'on lui passait les menottes, elle lança un dernier regard à Stéphane, non plus de colère, mais de froid avertissement. Ce n'est pas la fin, Stéphane. Ils n'abandonneront jamais. Stéphane resta là, regardant la voiture de police emmener Sandrine. Il sentit un immense soulagement, mais les mots de sa compagne résonnaient encore. Il regarda vers la voiture de Pierre, où Manon était assise. Ils avaient gagné cette bataille, mais il avait le sentiment que la vraie guerre venait à peine de commencer. La lumière gyrophare de la dernière voiture de police disparut au coin de la rue, rendant à l'aube de Saint-Rémy-de-Provence sa quiétude originelle. Stéphane se tenait sous l'arche de pierre de l'église, la main crispée sur le dossier rouge. La brume matinale lui caressait le visage, froide mais douce. Après 24 heures de tension, il réalisa qu'il était debout, vivant. La vieille 2CV de Pierre s'approcha et s'arrêta. Manon était au volant. Son visage portait la fatigue, mais aussi une détente silencieuse. Stéphane monta dans la voiture. Le silence les enveloppa. Il posa le dossier sur le tableau de bord. Chaque pli du cuir était un rappel de la fragilité de ce qu'il croyait solide. Manon démarra. Le vieux moteur toussa un instant avant de ronronner.
Elle regarda droit devant, laissant à Stéphane le temps de trouver ses mots. « Ils ont attrapé Nicolas à l'aéroport », dit-elle d'une voix grave, sans une once de triomphe. L'inspecteur Dupont a envoyé un message. Lucas a fourni le numéro de vol. Stéphane acquiesça. Il passa une main sur son visage, sentant la barbe d'une nuit blanche. Ils arrivèrent à la brigade financière alors que le soleil était déjà haut. La déposition dura plus longtemps que prévu. Stéphane raconta chaque détail. Manon était assise à côté de lui, tenant le dossier, montrant à l'inspecteur les notes, les signatures qui ne correspondaient pas. À un moment, en tendant un document, Stéphane vit la main de Manon trembler légèrement. À cet instant, l'armure de froideur qu'il portait depuis des années se fissura. Il comprit. Elle n'avait aucune obligation de l'aider. Elle l'avait fait par conviction, non pour l'argent ou le pouvoir. Quand ils sortirent, le soleil était plus chaud. La vie suivait son cours. Lucas était parti plus tôt, après avoir serré la main de Stéphane et remercié Manon. Sans elle, nous n'aurions pas tenu. Il ne restait plus que deux sur le trottoir. Alors, c'est fini, dit finalement Stéphane. Manon se tenait à côté de lui, le regard lointain. Oui. C'est fini. Stéphane se tourna pour la regarder, voyant vraiment pour la première fois la personne qu'il avait traitée comme invisible. Il vit les cernes sous ses yeux, la petite coupure au coin de ses lèvres. Il vit une femme à la fois plus forte et plus fragile que n'importe qui dans son monde. Manon, commença-t-il d'une voix rauque, je voulais vous dire. Je suis désolé pour hier soir au restaurant. Pour ce que j'ai dit. La façon dont je vous ai regardé. Traité comme si. Il s'arrêta, ne trouvant pas les mots. Manon inclina la tête. La lumière dans ses yeux lui donna l'impression d'être vue à travers. Puis elle sourit, si légèrement qu'il faillit le manquer. Vous avez déjà payé le prix, Stéphane. Votre orgueil, une partie de votre entreprise, et une nuit où vous avez failli tout perdre. Je pense que nous sommes quittes. Stéphane sourit un instant, puis secoua la tête. Non. Pas encore. Elle le regarda, interrogative. Ce matin, quand la police a emmené Nicolas, je me suis mis à l'écart et j'ai appelé ma mère. Un réflexe. Elle m'a juste dit une phrase, tu dois savoir te pencher vers celui qui t'a aidé à rester debout. J'ai immédiatement pensé à vous. Manon resta immobile, une vague d'émotion traversant ses yeux. Je veux revoir ce dossier, continua-t-il fermement, l'incident de votre parrain il y a 3 ans. Je veux utiliser tout ce que nous avons pour ouvrir l'affaire. Pas pour payer une dette, mais parce que je comprends ce que c'est d'être trompé par quelqu'un en qui on a confiance. Et parce qu'il le mérite. Cette fois, Manon ne détourna pas le regard. Ses yeux brillèrent, comme une porte fermée depuis des années qui s'entr'ouvrait. Vous voulez vraiment aider? Demanda-t-elle d'une voix où perçait une émotion rare. Stéphane acquiesça. Sans hésiter. Je lui dois ça. Et je le dois à ma propre conscience. Manon inclina la tête très légèrement, un geste de gratitude et de reconnaissance. Quelque chose avait changé durant cette longue nuit. Ils restèrent debout, sans rien dire de plus. Le silence n'était plus lourd. C'était le premier souffle après la tempête. 3 mois plus tard, un petit article parut dans le journal économique local. Titre, réouverture de l'affaire de la poterie Art de Provence. L'honneur du défunt artisan Jean Fournier restauré. L'article expliquait comment de nouvelles preuves issues de l'affaire de fraude de Dubois Global avaient éclairé un complot similaire 3 ans plus tôt. Les contrats signés par Jean Fournier furent déclarés nuls pour fraude. Son nom était lavé. Manon était devant la tombe de son parrain, le journal à la main. Elle posa un lys blanc sur le marbre. On a réussi, tonton Jean, murmura-t-elle. Une larme coula sur sa joue, une larme de soulagement. Le même jour, Stéphane était assis dans son bureau, regardant la ville. Son entreprise s'était stabilisée. Lucas était le nouveau vice-président. Stéphane avait changé. Il écoutait plus, faisait plus confiance. Il prit son téléphone, cherchant un numéro qu'il n'avait jamais osé appeler. Manon terminait son service au panoramique. Elle avait décidé de rester. Elle aimait la simplicité de son travail. En sortant, elle vit Stéphane qui l'attendait de l'autre côté de la rue, près d'un petit café.
Il ne portait pas de costume cher, juste une chemise et un jean. Il n'irradiait pas le pouvoir, juste une certaine hésitation. Elle traversa. J'ai lu la nouvelle ce matin, dit-il. Félicitations. C'est grâce à nous deux, répondit-elle. Je sais. J'ai juste pensé que la personne qui vient de rendre justice à son parrain méritait une invitation à prendre un café. Il sourit, un sourire sincère. Si vous n'êtes pas trop occupé à sauver des PDG arrogants. Manon le regarda. Le Stéphane d'il y a 3 mois avait disparu. À sa place se tenait un homme plus humble, plus gentil. Elle rit. Un rire clair, authentique. D'accord. Mais c'est moi qui invite. Mon salaire de serveuse devrait suffire pour 2 cafés. Ils entrèrent ensemble dans le café. La lumière jaune et chaude les enveloppa. Et entre 2 personnes de mondes si différents, quelque chose de nouveau, de simple et de vrai, semblait tout juste commencer. 6 mois plus tard, le marché provençal était aussi animé que d'habitude un dimanche matin. Le soleil filtrait à travers les auvents, illuminant les poteries colorées. Stéphane, en polo et pantalon kaki, ne semblait plus déplacé. Il se déplaçait avec familiarité. Il s'arrêta devant une petite boutique, admirant des gobelets ornés d'olives vertes. « Tu viens encore acheter des verres ? Ton placard de cuisine va bientôt déborder. » Une voix familière. Il se tourna et sourit. Manon était là, un panier en osier rempli de légumes frais, radieuse dans une simple robe à fleurs. « Je cherche un cadeau, répondit Stéphane. Pour un ami qui vient d'être promu. Lucas, n'est-ce pas ? Devina Manon. Il le mérite. J'ai entendu dire que l'entreprise se porte très bien. Mieux que jamais, admit Stéphane. Parce qu'elle est bâtie sur des fondations plus solides maintenant. J'ai aussi une nouvelle. Le fonds de bourse Jean Fournier vient d'accorder sa première bourse à une jeune artisane très talentueuse. Le nom de ton parrain ne sera pas seulement lavé, il sera perpétué. Les yeux de Manon s'emplirent de gratitude. Merci, Stéphane. Pour tout. C'est moi qui te remercie, dit-il. Ils marchèrent ensemble. La différence de statut social semblait s'être évanouie. Ah, tu as entendu pour le panoramique ? Demanda soudain Manon, une lueur espiègle dans les yeux. Quoi donc ? Pierre vient de lancer un nouveau dessert. Il l'a appelé la douce vérité. On dit qu'il est inspiré d'une histoire sur un PDG arrogant et une serveuse têtue. Stéphane éclata de rire, un rire franc. Vraiment ? Alors il faut qu'on aille le goûter ce soir. Ce soir, je travaille, lui rappela-t-elle. Je sais, répondit-il. J'ai réservé une table. Dans ta section. Et je promets d'être le client le plus facile. Ce soir-là, le panoramique était toujours aussi luxueux. Stéphane était assis seul à une table sur le balcon. Il avait appris à apprécier la quiétude. Manon, dans son uniforme, s'approcha. Un léger sourire permanent sur ses lèvres. « Bonne soirée, monsieur, dit-elle d'un ton taquin. Que désirez-vous commander ? Je suivrai la suggestion de l'experte, répondit Stéphane, la regardant droit dans les yeux. Pendant le dîner, leurs regards se croisaient, échangeant des sourires silencieux. Quand le restaurant commença à se vider, Manon apporta un petit plat à dessert. Une exquise mousse aux fruits de la passion avec une couche de caramel croquant. La douce vérité, dit-elle. Un cadeau du chef. Ils mangèrent le dessert ensemble sous la lumière des bougies. Le sucré du fruit de la passion se mêlait à l'amertume légère du caramel, un goût complexe et harmonieux, comme leur histoire. Son service terminé, elle sortit. Stéphane l'attendait, tenant 2 casques. À côté de lui, une Vespa ancienne vermente. « Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda-t-elle, surprise. C'est la liberté. Fini les voitures de sport ostentatoires. Juste un moyen de se promener dans la ville la nuit. Il lui tendit un casque. Tu veux venir avec moi chercher la meilleure glace de Saint-Rémy ? Manon le regarda. Elle regarda la moto, puis le ciel étoilé. Sa vie n'était que travail et souvenirs tristes. Mais l'homme en face d'elle, entré dans sa vie de façon si tumultueuse, lui offrait maintenant une joie simple. Elle sourit, un sourire radieux. D'accord.
Mais c'est moi qui conduis. Elle prit le casque et s'assit au volant. Stéphane rit, s'assit derrière et l'enlaça doucement par la taille. La Vespa démarra, et ensemble ils s'élancèrent dans la douce nuit provençale. Ils ne savaient pas où le chemin les mènerait, mais pour la première fois depuis longtemps, ils sentaient tous les deux qu'ils allaient dans la bonne direction. Ils rentraient chez eux. Et ainsi, la Vespa Vermande glissa à travers les rues anciennes de Saint-Rémy-de-Provence, emportant deux personnes qui venaient de mondes opposés. Le voyage de Stéphane et Manon n'avait pas commencé par un coup de foudre, mais par 3 mots de vérité crue. Il s'est construit à travers des nuits de fuite, de confrontation avec la trahison et la peur. Ils ne se sont pas trouvés dans la perfection, mais dans les fragments brisés de leur vie, où ils ont reconnu la vraie valeur de l'autre. Leur histoire nous rappelle que le plus grand changement vient parfois du courage d'écouter une vérité que nous ne voulons pas affronter. Stéphane a dû perdre son arrogance pour se trouver, et Manon a dû affronter le passé pour trouver la justice. Il nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le fait d'agir malgré elle. Et parfois, la plus grande force réside dans une voix silencieuse qui ose s'élever au milieu d'un monde bruyant. Et vous, avez-vous déjà vécu un moment où un mot honnête, aussi difficile soit-il à entendre, a tout changé? Partagez vos sentiments dans les commentaires ci-dessous. Croyez toujours au pouvoir de la vérité, qu'elle soit douce ou non.